Bonjour. Pour cet épisode de rentrée, on retourne sur la route. Les feux, carrefours et autres voiries font l'objet d'une attention particulière en ce moment, et parfois même d'une lutte acharnée pour que chaque mode puisse y circuler. Je me suis alors demandé comment tout ça était géré. Et en fouillant un peu sur Twitter, je suis tombé sur le profil de Florian Bonnet. Il est ingénieur système chez Aegis, conseille et met en œuvre des projets d'aménagement, travaille auprès des élus, et en particulier sur l'évolution de la voirie. Gestion des flux, place accordée à chaque mode, nouveaux aménagements à mettre en place, aménagements transitoires, carrefours à feu sont autant de sujets sur lesquels Florian se penche au quotidien. Ces changements de paradigme nécessitent d'adapter le métier. Florian va évoquer avec nous son travail et les évolutions qu'il a connues depuis 15 ans et encore actuellement. Allez, suivez-moi, on fonce dans les arcanes de nos rues et routes dès maintenant. Bienvenue dans Mobterre, saison 2, épisode 6. Bonjour Florian Bonnet. Bonjour Bruno. Alors, vous êtes ingénieur en signalisation chez Aegis. On va aujourd'hui parler donc de signalisation routière. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter en quelques mots votre parcours, votre spécialité et puis ce qui vous anime? Alors j'ai 39 ans, je suis géographe urbaniste de formation. J'ai été formé à l'université Lyon 2 et à l'Institut d'urbanisme de Lyon. Voilà, donc j'ai commencé ma carrière dans une société du groupe Veolia Environnement pendant 7 ans où j'étais chargé d'études en régulation de trafic. Donc de trafic surtout routier en fait, à l'époque. On faisait un petit peu de tramway, mais voilà, l'objectif c'était de réguler les flux de véhicules. Donc pendant 7 ans j'ai fait ça. Et aujourd'hui, je suis donc depuis 8 ans au sein du groupe Aegis, dans lequel j'ai eu 2 casquettes. Donc une première casquette de chef de projet mobilité, et aujourd'hui, je suis donc ingénieur en système de régulation de trafic. Alors cette fois-ci, le trafic, c'est plutôt trafic au pluriel, puisqu'aujourd'hui, on parle évidemment de multimodal, de tramway, de modes actifs, de piétons et de véhicules qui aujourd'hui sont plutôt toujours une contrainte, mais qu'on ne prend plus comme objectif numéro 1. C'est un des objectifs parmi tous. Voilà. Ok, alors justement, on parle de trafic au pluriel aujourd'hui, comme vous l'avez dit, donc c'est les véhicules routiers, c'est les tramways, parfois les priorités bus, aussi les voies pour cyclistes, les piétons évidemment. C'est fou parce que la rue, elle n'est pas devenue plus large en l'espace de 30 ans depuis le développement de ces mobilités alternatives. Quelle est l'évolution justement de la signalisation dans cette période qui a vu beaucoup de transformations sur la manière de circuler? Alors c'est vrai que moi pendant on va dire les 7 premières années de ma carrière, on créait des carrefours à feu. Voilà, de plus en plus, les trafics routiers augmentant, alors surtout en périphérie des grandes agglomérations, mais c'était vrai aussi dans les centres-villes, on créait des carrefours à feu. Voilà, les trafics augmentent, ça crée des problèmes, les piétons n'arrivent plus à traverser, ça génère des accidents, donc voilà, on crée des carrefours à feu. Donc pendant quelques années, c'était l'essentiel de mon métier. D'accord. Aujourd'hui, on se pose beaucoup plus la question, dans un premier temps déjà, est-ce qu'il faut créer des carrefours? Parce que bon, le carrefour, c'est pas forcément une solution, le carrefour à feu, c'est pas forcément une solution miracle à tous les problèmes. C'est coûteux, ça s'entretient, voilà, ça crée des problématiques de congestion également parfois, même si ça permet aussi de fluidifier à certains autres endroits. Voilà, donc aujourd'hui, on se pose beaucoup plus la question de comment essayer de gérer dans un premier temps sans feu. Ok. Et donc, pour gérer des carrefours sans feu, il faut dans un premier temps tenter de canaliser les trafics, voire de les faire baisser, puisque, et ça c'est un peu c'est un peu mon dada du moment, moins il y a de trafic, mieux on circule. Voilà, c'est-à-dire D'accord. que voilà, quand on fait du repartage de la voirie en faveur des autres mobilités que la voiture, ça veut aussi dire que les voitures résiduelles qui continuent de circuler parce qu'ils n'ont pas le choix, Oui. peuvent circuler beaucoup plus facilement et sans avoir l'encombrement des autres usagers qui pourraient éventuellement prendre un autre mode de déplacement. D'accord. Ça veut dire que vous travaillez à la fois sur le carrefour en lui-même, mais aussi de manière plus globale sur les plans de circulation aussi?
C'est ça, on essaie de mettre en œuvre avec nos maîtres d'ouvrage les politiques de déplacement à l'échelle d'une agglomération, d'un quartier, effectivement, et de voir un peu les choses globales. Voilà, quand on crée par exemple un tramway sur un axe et qu'on supprime une voie de circulation, regarder comment se font les reports de trafic sur éventuellement les axes concurrents, pour pas Mhm. non plus repousser les problèmes dans la rue d'à côté, mais tenter Oui, de les gérer de manière globale et unitaire. Voilà. ok. Et du coup, comment c'est prévu ça? Vous avez des études, des estimations que vous faites quand vous modifiez des aménagements? Tout à fait. Alors, il y a à la base, on fait des comptages de trafic pour voir quelle est la situation et partir d'un état un peu stable. Et ensuite, on fait des modélisations avec des simulations statiques ou dynamiques. Alors, c'est un petit peu technique, mais ça nous Mm. permet de voir un petit peu quel serait l'état du trafic futur quand on aménage une rue pour un tramway, pour un aménagement cyclable. Alors, ça, c'est. Il y a l'effet un peu post-Covid, là, où ça Oui, nous crée un peu des difficultés sur ce sujet-là, puisque nos données d'entrée, habituellement, on fait des comptages dans la rue. Aujourd'hui, on a énormément de mal à savoir ce que c'est qu'une situation de trafic normale. oui, C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop, on sait qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de trafic routier lié au fait que les transports en commun sont un peu en dessous de leur charge habituelle. Donc oui, aujourd'hui, ça devient, là, à court terme en tout cas, très compliqué de faire des études de trafic qui soient fiables. d'accord. Donc moi, ce que j'essaie de proposer à mes clients, j'en ai plusieurs qui sont plutôt assez ouverts à cette méthode, c'est d'essayer un peu de travailler à l'envers par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'on leur dessine l'aménagement qui est souhaité par les élus, Mhm. voilà, une piste cyclable, une plateforme tram, un bus à haut niveau de service, et Ok, on leur explique à l'envers, voilà, le trafic routier que l'aménagement va permettre. Voilà, on va laisser une voie, donc vous aurez X véhicules dans cette rue, et c'est plutôt assez intéressant de travailler à l'envers, et j'avoue que les élus sont plutôt assez séduits pour la plupart. ok. Alors justement, comment on décide finalement actuellement et en fonction des besoins de futur, euh, quelle est la place accordée à chaque type de flux? Parce qu'on voit qu'il y a une vraie ségrégation maintenant entre les différents types de flux. Et, et dans un aménagement global ou même très local sur un carrefour, est-ce qu'il y a des astuces ou est-ce qu'il y a des choses issues peut-être de la recherche qui permettent d'envisager des avancées en fait aussi de l'innovation sur ce type sur ces carrefours, ces aménagements de carrefour? Alors, il y a déjà des choses, il y a des standards un peu, donc des minimums à respecter. Donc ça, c'est un peu ce qui permet de dire, voilà, un trottoir, ça fera jamais moins de 1,40 m, une piste cyclable, ça fera jamais moins de 1,20 m, 1,50 m. Les voies de circulation, voilà, il y a des référentiels, pardon, qui Mhm. permettent de dire, voilà, la place qu'on doit accorder au minimum pour assurer la circulation et la sécurité de chaque mode. Donc ça, c'est un petit peu les minimums sur lesquels on a travaillé jusqu'à présent. Et bien souvent, une fois qu'on avait le 1,40 m pour les piétons, le 3 mètres pour les voitures, le delta, si vous voulez, l'espace disponible résiduel, souvent on l'affectait par défaut aux véhicules. C'est-à-dire qu'on mettait 2, 3, 4 voies, même si il n'y en avait forcément pas 4 Ouais. de nécessaires. Ok. Et c'était un peu par défaut. On se disait que ça servirait toujours. Voilà, Ouais. l'espace. Voilà. Aujourd'hui, c'est toujours pareil. On essaie de raisonner un petit peu différemment. Et bien souvent, la commande politique, elle est différente. Dans un projet, on nous dit, voilà, sur ce projet, le trottoir, il fait aujourd'hui 1,40 m. Voilà. Demain, on veut qu'il fasse 3 mètres, parce que c'est le besoin de sécurité, de confort, pour assurer quelque chose d'un peu plus sympathique pour les riverains. Voilà. Donc, toujours pareil, on essaie d'appliquer à la fois les minimums, mais d'aller au-delà. Bon, après, tout dépend dans quelle agglomération on se trouve. Il y a des agglomérations qui sont plus ouvertes que d'autres. Ouais. Voilà. Donc, on essaie, en tout cas, nous, aménageurs, de proposer des choses un peu plus volontaristes pour faire en sorte que ça fonctionne mieux, à la fois pour ceux qui circulent, pour le commerce et pour les riverains. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu justement des nouvelles consignes, des nouvelles directives depuis la crise Covid? Alors, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été proposées un petit peu en urgence, ce qu'on a appelé l'urbanisme tactique. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est aperçu que les transports en commun n'auraient pas un niveau de charge exceptionnel, au moins à la reprise. On espère que ça va revenir assez rapidement. Mais voilà, le niveau de concentration des piétons sur les trottoirs, notamment à l'abord des commerces, ont nécessité parfois d'élargir
sur les trottoirs en urgence, de créer ou d'élargir des aménagements cyclables existants pour donner plus de place. On voit que globalement, il y a une augmentation importante du trafic vélo, donc ça nécessite plus que 1,20 m de bande cyclable dans les carrefours, hein, ça c'est indéniable. Voilà. Alors, c'est des choses qui ont été décidées un petit peu dans l'urgence, mais bien souvent, c'est des aménagements qui sont en préfiguration de pistes cyclables ou d'aménagements piétons futurs qui étaient déjà plus ou moins dans les cartons, plus ou moins déjà étudiés, et en fait, le Covid et le déconfinement ont simplement agi comme une sorte d'accélérateur de projets qu'on allait de toute façon voir dans les années à venir. Ça, c'est indéniable. Ok, et donc du coup, pour la mise en place de ces aménagements dits tactiques, est-ce qu'une société comme la vôtre a aussi été consultée pour être force de conseil, de proposition? Tout à fait. Effectivement, on peut donner nous des conseils sur des fonctionnements de carrefour, sur des capacités d'axe à avoir une réduction de chaussée de 2 voies à 1 voie, par exemple. Donc effectivement, on peut être interrogé sur l'urgence et aussi sur comment est-ce qu'on peut pérenniser ces aménagements. Parce que l'objectif aussi, et ça la ministre des Transports l'a dit clairement, c'est d'essayer de pérenniser un maximum d'aménagements pour le futur. Voilà. L'idée, c'est de faire un petit cliquet anti-retour, hein, et d'essayer de ne pas revenir en arrière, ce qui serait un petit peu dramatique, puisqu'on aurait non seulement des transports en commun un petit peu en sous-charge, et du trafic routier en surcharge, ce qui n'est jamais bon pour personne, hein. Voilà, plus il y a de trafic, plus ça congestionne, et c'est une situation qui n'est pas tenable à long terme. Oui, et s'il y a des solutions alternatives qui sont proposées, en effet, il peut y avoir un report modal qui puisse permettre à ceux qui en ont besoin, vraiment besoin, de prendre une voiture individuelle, par exemple. Tout à fait. Et sur la signalisation, justement, parce que c'est aussi lié, est-ce qu'il y a eu des évolutions, je sais pas, de nouveaux panneaux ou des nouvelles règles qui ont été mises en place, alors depuis la période Covid ou même avant, j'imagine? Alors, sur la signalisation, en fait, on a des espèces de guides, hein, qui existent depuis des années, depuis les années 60, les fameuses instructions interministérielles sur la signalisation routière. C'est des noms un petit peu barbares, hein, et comme son nom l'indique, c'est souvent de la signalisation routière. Il y a quand même eu quelques évolutions ces dernières années, notamment depuis 2015, où il y a des nouveaux panneaux, notamment le fameux céder le passage cycliste au feu rouge, le fameux petit panneau M12. Je dis fameux, mais il n'est pas si fameux que ça, parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui le connaissent pas forcément, même chez les cyclistes. Oui, puis Donc, il est petit, en fait, on le voit pas. Voilà, bien souvent, il y a des contraintes d'implantation qui nous obligent à mettre des tout petits panneaux pour pas que les gens se cognent la tête dedans, etc. Donc, c'est aussi bête que ça. Et voilà, donc ces panneaux autorisent les mouvements. Alors, à l'origine, tourne à droite ou tout droit dans les carrefours quand le feu est rouge. Le cycliste a droit de considérer le feu rouge comme un céder le passage. Donc ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez répandu, mais qui est encore trop méconnu. Et il y a d'autres signaux également qui apparaissent progressivement, notamment le feu R19, qui est un feu vélo clignotant, hein. C'est l'équivalent du M12, mais en mode signalisation, qui permet, par exemple, sur Lyon, on a fait des expérimentations de donner un flux de vélo en parallèle d'un bus ou d'un tramway pour permettre de faciliter sa progression. Mais malgré tout, c'est assez étonnant parce que ces feux-là ont été testés, ont été expérimentés. Ils ont fait l'objet de dérogations au départ. Ils ont été validés par les autorités de l'État. Ils sont aujourd'hui dans la réglementation. On a donc le droit de les utiliser largement au même titre que les autres feux qui existent depuis 50 ans. Mais on se rend compte qu'à l'usage, sur le terrain, on doit encore montrer patte blanche quand on veut les utiliser. C'est-à-dire qu'on considère encore, même s'ils sont réglementaires, qui sont dangereux, mal compris, etc. Alors que, a priori, s'ils sont dans la réglementation, c'est que tous ces sujets d'incompréhension, de non-lisibilité devraient avoir été résolus. Voilà. Donc aujourd'hui, on a encore beaucoup d'oppositions d'élus ou de techniciens qui s'arc-boutent, qui sont contre ces signaux. Alors bon, on peut être contre une règle, hein, mais la règle, c'est une règle. Alors, ça ne veut pas dire à contrario qu'on peut les mettre n'importe comment et n'importe où. Mais voilà, on doit encore toujours justifier l'implantation de signaux, même s'ils sont réglementaires. C'est toujours un peu vrai avec ce qui s'adresse au vélo, alors qu'il existe des équivalents purement routiers, hein. Les petites flèches qui clignotent pour tourner dans les carrefours existent depuis la nuit des temps. Ça, plus personne ne discute. On en met dans beaucoup d'endroits, même en parallèle du tramway, par exemple, hein, chose qui est aujourd'hui encore considérée comme dangereuse pour les vélos. Mais voilà, c'est une lutte de chaque instant. J'imagine. Et du coup, est-ce que vous pouvez peut-être aussi vous appuyer sur des exemples
extra-français, non? Parce qu'il y a des pays qui sont un peu plus en avance sur ces thématiques-là. Alors, c'est vrai que nous, on essaie de travailler sur la signalisation. Il y a d'autres pays, là en ce moment, je travaille pas mal sur les carrefours hollandais. J'essaie de m'en inspirer pour les importer en France et les adapter à la mode française. Eux, ils n'ont pas de sujet de signalisation puisque ces mouvements tournent à droite ou tout droit qui seraient compatibles avec des tramways ou des véhicules, ils les gèrent pas avec des feux ou avec des panneaux, ils les gèrent par l'aménagement en fait, tout simplement. D'accord. C'est-à-dire qu'ils prévoient des aménagements avec des pistes guidées, des tournes à gauche indirectes par la droite, qui permettent justement de s'affranchir de tous ces panneaux et de tous ces feux que nous on invente en France pour pallier aux difficultés routières. Voilà, l'idée c'est d'essayer aussi d'importer ça, ces bonnes pratiques en Alors, France. justement, ce fameux carrefour hollandais, est-ce que vous pouvez un petit peu expliciter? Alors, c'est pas facile, il n'y a pas d'image, j'en mettrai une dans l'article, mais est-ce que vous pouvez un petit peu expliciter ce que c'est par rapport à nos carrefours qu'on connaît en France? Alors le carrefour hollandais, alors je suis pas expert du sujet, hein, j'ai découvert un peu ça récemment, j'ai essayé de mettre ça un peu à ma sauce. C'est un carrefour qui permet d'éloigner le vélo du trafic routier, notamment dans les carrefours. Aujourd'hui, dans les carrefours à la française, on a une bande cyclable qui va dans le carrefour en pied de feu, bien parallèle aux voitures, et on connaît bien le problème de la voiture qui tourne à droite, Oui. qui fait pas forcément attention à son angle mort et qui vient faucher un vélo. Dans le carrefour hollandais, à l'approche du carrefour, on éloigne le vélo du conflit avec la voiture, on vient le coller le long du passage piéton et ça permet d'avoir un meilleur angle de visibilité mutuelle pour gérer ce conflit-là. Donc ça a fait ses preuves dans les pays concernés et l'idée c'est d'essayer de regarder ce sujet-là en France avec les contraintes, évidemment, on n'a pas les mêmes contraintes d'implantation des feux, de taille des îlots refuges, par exemple, ce qui chez nous est un peu plus compliqué. Oui. Mais voilà, j'ai bon espoir qu'on arrive bientôt à proposer ça sur des carrefours en France. Ouais. Alors justement, ça pose aussi la question de la formation, parce que bon, je vois que vous êtes un petit peu, disons, actif sur la recherche et puis l'innovation dans le domaine, mais il y a peu de formations, j'ai l'impression, qui intègrent, des formations en urbanisme ou aménagement, qui intègrent finalement ces problématiques de gestion des flux et de l'évolution de ces flux de manière assez poussée. J'ai vu quelque chose sur l'école d'urbanisme de Paris, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de formation dans ce domaine? Clairement, hein, ceux qui travaillent comme moi sur la régulation du trafic en France sont souvent issus soit des universités, soit des écoles d'ingénieurs qui proposent d'excellents cursus, je pense aux ponts et chaussées, etc., qui permettent d'évaluer les carrefours, de créer des carrefours, toujours sur l'aspect un peu mathématique, quoi, hein, c'est-à-dire mécanique des fluides, hein, la capacité des carrefours, dimensionner le nombre de voies, les voies de tourne à gauche, enfin voilà, tous ces sujets un peu mathématiques et géométriques. Il n'y a pas vraiment d'aspect qualitatif, si je peux dire les choses comme ça, sur comment gérer les vélos en sécurité, comment gérer les piétons en sécurité, mis à part évidemment dimensionner des îlots et des traversées piétonnes pas trop longues. Voilà, il n'y a pas trop cet aspect qualitatif. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut être un peu entre guillemets militant pour essayer de faire évoluer les choses et aller chercher à droite, à gauche les éléments intéressants ailleurs. Et essayer d'innover, mais c'est un peu chacun dans son coin, j'ai un peu l'impression. Moi, quand j'arrive avec mes solutions, c'est pas les miennes d'ailleurs, hein, de carrefour hollandais pour aller voir un maître d'ouvrage, le premier réflexe, c'est on me regarde avec des gros yeux et on me dit oulala, mais attendez, on n'est pas aux Pays-Bas là, hein, on va pas pouvoir faire comme eux. Hein. Alors, je leur jette pas la pierre parce que j'ai eu la même réaction quand j'ai découvert ces aménagements-là. Simplement, je pense qu'il faut rassurer tout le monde et dire que voilà, on prend les bonnes idées de chacun. Et ensuite, on les adapte à la culture, aux habitudes, à la réglementation de notre pays. Et on voit qu'il n'y a pas grand-chose d'impossible. Voilà. Ouais, et puis bon, il y a aussi le CEREMA qui semble assez actif justement à proposer des formations sur le sujet. Mais donc on voit bien qu'il y a un problème aussi, enfin un problème, une discussion à avoir, de la pédagogie forte à avoir auprès des élus, j'imagine, parce que eux, c'est pareil, ils ne sont pas forcément formés à toutes ces nouvelles mobilités. Ou alors il faut qu'ils soient proactifs aussi. Tout à fait, voilà, on voit même dans les organismes d'État, le CEREMA ou l'organisme d'État, le fameux STRMTG, hein, le service des remontées mécaniques et des transports guidés, qui s'occupe de tout ce qui est sécurité par rapport au tramway. C'est pareil, c'est une question de sensibilité personnelle après, hein, c'est-à-dire que plus on aura aussi de cyclistes pratiquants et conscients des lacunes de nos aménagements français, plus ça permet de faire évoluer. Bon, je connais un petit peu ces organismes
l'organisme, je pense qu'aujourd'hui, c'est en train de changer également, hein. Il y a de plus en plus de personnes qui sont convaincues qu'on peut améliorer fortement nos aménagements, et je pense que c'est en train de changer. Alors ça va jamais assez vite pour les militants ou même pour les usagers tout simplement, hein. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en France. On est en train de monter en compétences. On le voit sur les aménagements qualitatifs qui ont été réalisés à Paris, hein, que ce soit des aménagements tactiques provisoires ou définitifs. On est vraiment sur une évolution voilà, on passe à la vitesse supérieure, je pense, hein. Alors j'allais vous poser la question justement, est-ce qu'il y a des territoires en France qui sont plus actifs que d'autres et sur lesquels on pourrait s'appuyer pour essaimer un petit peu sur le territoire? Ouais, clairement, la région parisienne, aujourd'hui, on voit qu'elle a fait des efforts considérables en termes de réduction de la place de l'automobile. Voilà. Après, on voit le classement des villes cyclables, hein. Il n'y a pas photo, hein. Si ces villes sont bien classées, je pense à Nantes, Strasbourg, Grenoble. Bon, Lyon n'est pas si mal placé aussi. Je pense que c'est une reconnaissance des efforts qui ont été faits sur les dernières années. Alors après, je pense que c'est toujours pareil, hein. Il va falloir franchir une étape et il ne faut pas se mentir. L'espace qu'on va donner en plus aux piétons et aux vélos, il va forcément falloir le prendre sur la circulation automobile ou le stationnement. Voilà. Après, on me dit souvent on ne peut pas pousser les murs, hein. Effectivement, dans nos petites rues de centre-ville, on ne peut pas forcément faire des aménagements cyclables partout. L'idée, c'est pas ça, hein. L'idée, c'est aussi de réduire les volumes des trafics et les vitesses, hein, le plus possible, pour permettre dans ces lieux spécifiques qui sont contraints géométriquement la cohabitation du vélo avec les autres usagers sans forcément un aménagement dédié. Voilà. Ouais, ok. Et alors maintenant, on va parler un petit peu de votre terrain de jeu. Vous travaillez en particulier sur Lyon, c'est ça? C'est ça, oui. Je travaille beaucoup sur l'agglomération lyonnaise, un petit peu ailleurs, mais ouais. Ok. Et qu'est-ce que vous avez observé du coup qu'est-ce que vous avez mis en place comme chose intéressante sur cette agglomération? Alors sur Lyon, moi des choses un petit peu concernant la régulation. On a mis en place le fameux feu R19 sur 13 carrefours de la ligne C3 là qu'on a réaménagé il y a quelques temps. Voilà, pour permettre de faire passer les vélos en même temps que le bus parallèle. Voilà, okay. Donc ça a été plutôt assez bien reçu par les associations. Voilà, c'est un fonctionnement qui existait déjà, hein. Avant, les vélos faisaient déjà ce mouvement-là en passant au rouge, en étant un peu la cible du regard des autres. Ouais. Alors, juste pour vous couper, donc, quand vous dites que le vélo passe en même temps, c'est-à-dire qu'un tramway a un feu donc, qui lui permet d'avancer, de traverser le carrefour, et le vélo donc, peut en même temps circuler dans le même axe, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. C'est ce que font déjà les cyclistes aujourd'hui, hein. On appelle ça du tram shadowing, hein, de passer dans l'ombre du tramway. J'adore cette expression. Sur Twitter, je l'ai lu l'autre jour, je me la suis bien réappropriée. et voilà, c'est quelque chose que font les vélos depuis que les tramways existent en France et les piétons également. Voilà, donc ça passe en toute sécurité et c'est en train aujourd'hui de se développer. J'ai bon espoir que ce soit ensuite généralisé sur beaucoup de carrefours tram en France, à Lyon ou ailleurs, qui permettent de gérer ça en toute sécurité. C'est vrai quand il y a un tram qui passe et qu'on a le feu rouge pour aller tout droit, on a un peu envie parfois de pester, mais en effet, s'il y a de l'innovation dans ce sens, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et Lyon est une ville assez active aussi sur tout ce qui est création de transports en commun, de tramway. Est-ce que ça impacte au global la circulation des flux au niveau de l'agglomération ? Alors globalement, le tramway, il a l'avantage aussi de proposer à la fois une solution de report modal de masse, hein, parce qu'on transporte beaucoup de voyageurs quand même avec un tramway, et il a aussi le mérite, par la même occasion, de permettre de réaménager de manière un peu plus astucieuse l'espace public, justement en réaménageant différemment la surface. Chose qu'on a tendance à un petit peu oublier quand on fait du métro. Hein, souvent, on fait du métro, on passe dessous, puis au-dessus, ça permet justement, chouette, on va pouvoir garder autant de voies pour véhicules. Avec le tramway, ça nécessite de réfléchir un petit peu différemment. Voilà, notamment avec les tramways qu'on construit à Lyon en ce moment, qui sont en rocade. Donc, un peu toutes les rues qui rentrent dans le centre-ville. Ça permet de réaliser l'objectif d'envoyer moins de monde vers le centre-ville, tout en permettant des relations de périphérie à périphérie.
Voilà. Et qui sont de toute manière accompagnés également d'aménagements cyclables, vu que la loi aujourd'hui oblige les aménagements cyclables dans le cadre de réfection de chaussées ou de création de nouvelles voiries. Voilà. Donc ça, c'est la fameuse loi, dite loi LOR, c'est ça? La fameuse loi LOR qui aujourd'hui est la loi d'orientation sur les mobilités, voilà, qui intègre donc cet article de loi dont les associations sont assez friands, Ouais. puisque effectivement dès qu'on réaménage un axe, on est obligé de prendre en compte les vélos. D'accord, mais c'est vrai qu'on constate aussi souvent que c'est pas forcément le cas. Ouais. D'aménagements récents un peu partout en France où effectivement il y a aucune. Enfin, on voit que le goudron, le bitume est neuf, les trottoirs sont neufs, mais rien n'a été Voilà, mis en place d'où pour. l'intérêt d'avoir des associations un petit peu à l'écoute pour pouvoir intervenir au bon moment dans les projets pour Ouais, faire amont. respecter cette loi qui malheureusement souvent est un peu oubliée. On a Mhm. certaines villes qui des fois oublient un petit peu. Ouais. Et du coup, à Lyon, vous travaillez vous aussi avec des associations pour les mobilités alternatives ou alors est-ce que ça se passe uniquement au niveau des élus en amont du projet? Alors, il y a des associations à Lyon, il y a la Ville à vélo là, qui est assez active. Moi, je suis membre dans ma commune. Voilà. Après, quand je suis dans le monde professionnel, j'essaie de me détacher un petit peu de ce monde associatif. Oui, J'essaie justement d'être un peu une sorte pas d'intermédiaire, mais voilà, à la fois à l'écoute de mon maître d'ouvrage, évidemment, bien sûr. pour leur faire remonter aussi des choses qui viennent du monde associatif, hein, sur les pratiques, les aménagements qui sont plus trop souhaités, au contraire, les aménagements qu'ils souhaiteraient voir mis en œuvre. J'essaie d'être une sorte d'un peu, pas de porte-parole, mais de me placer entre les deux. Parfois aussi pour calmer un peu certaines ardeurs Ouais. ou propositions peut-être un peu farfelues qui sont pas forcément techniquement faisables. Voilà, j'essaie de me détacher un petit peu de ça, mais ça va, je le vis bien. Cette double casquette me va bien. Du coup, ça veut dire que enfin, vous êtes aussi pratiquant cycliste au quotidien, non? C'est aussi Oui. votre cas? Ouais, tout à fait. Ouais. Ok, Depuis pas très longtemps, depuis 2017, d'accord. effectivement, j'ai vendu ma voiture pour me mettre à une solution 100% vélo. Pas tout à fait 100%, mais un petit peu Mm. d'autopartage, de covoiturage et un peu aussi de transport en commun quand ça m'arrange. Et est-ce que ça vous a aidé du coup à mieux appréhender les conditions de circulation des cyclistes et en particulier au niveau des aménagements? Clairement, hein, je pense que c'est ce que je dis souvent, c'est un expert du vélo taf, il ne sera pas forcément expert des aménagements, mais un expert des aménagements, pour moi, il doit forcément à un moment être un minimum pratiquant. C'est obligatoire parce que voilà, tant qu'on n'a pas mis ses fesses sur une selle, on ne peut pas comprendre ce que vit un cycliste au quotidien. Voilà, dans sa relation avec les autres usagers, dans comment il perçoit et pratique les aménagements qui sont souvent perfectibles. Voilà, quand on est vraiment dans la peau du cycliste, on se rend compte véritablement des progrès qui restent à faire, des difficultés, des zones où les aménagements sont discontinus, où on se dit mais c'est dingue, les vélos ici ils roulent tous sur les trottoirs, ils font n'importe quoi, et puis on se rend compte qu'en fait on est juste entre deux gros aménagements structurants et qu'il n'y a Mm. rien pour relier les deux, et Ouais. qu'effectivement d'un seul coup le vélo, comme par enchantement, devrait se transformer en piéton en descendant en pied-à-terre Ouais. pour continuer. Voilà. On Mm. n'imagine pas une seconde faire la même chose pour un motard ou pour un automobiliste. Voilà. Ça, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas vraiment le croire. Et voilà, moi j'invite souvent les gens à venir m'accompagner pour dire voilà, venez voir de mon point de vue et vous comprendrez. C'est vrai qu'on peut. C'est peut-être un message à faire passer aux étudiants en urbanisme et ou aménagement, c'est que qu'ils se mettent à la fois derrière un volant de voiture, derrière un guidon de vélo et puis dans un tram, peut-être pour avoir un panorama un peu plus global, et puis piéton évidemment, mais C'est pour ça, ouais. avoir un panorama un peu plus global. Effectivement, alors c'est vrai que les associations, je pense à la ville à vélo à Lyon, ont déjà fait des opérations comme ça avec l'exploitant des transports en commun Keolis Lyon Ok, c'était une sorte de vie ma vie en fait où ouais, le conducteur de intéressant. tram ou de bus venait conduire un vélo et se faire doubler par un bus un peu frôlé pour voir un peu Ouais, ce que ça fait. Et puis après, à contrario, les cyclistes qui allaient dans un simulateur de tram d'accord. pour regarder voilà comment ça freine, comment ça peut pas se déporter à cause des rails et ce que vivent un peu comme stress les conducteurs de tramway Hmm, vis-à-vis des comportements déviants que peuvent avoir certains cyclistes dans les ouais, carrefours c'est sûr. tramway. Voilà, C'est sûr c'est parce toujours qu'on enrichissant. on Mm. oublie souvent, mais le tramway, il a besoin de peut-être de plus de distance pour faire un freinage d'urgence Ouais, qu'un bus, par je crois exemple. que c'est 2 fois plus qu'un bus, hein, effectivement. Hmm. Ouais. Ça veut dire qu'il faut qu'il anticipe, le conducteur doit anticiper
beaucoup plus, j'imagine. Exactement, ouais. Donc du coup, ça crée quand même un stress supplémentaire quand on a certains cyclistes qui grillent les feux dans des conditions pas forcément adaptées, on va dire ça comme ça. Voilà, ça peut être intéressant de voir ce que vivent les conducteurs. Ok, Pour les deux côtés du miroir. Ouais, c'est intéressant. On va s'arrêter sur cette expérience de partage de la route et puis de vie ma vie. C'était super intéressant. Merci beaucoup Florian pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci Bruno. Et puis bonne continuation dans ces aménagements. Et on va suivre un petit peu ce que vous postez sur Twitter notamment. C'est super intéressant. C'est comme ça que j'ai découvert votre parcours et votre métier aussi, qui est un métier hyper intéressant et puis surtout super important parce que c'est notre quotidien finalement. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est quoi votre Twitter si on veut vous retrouver? Donc c'est Florian Bonnet, voilà, avec un seul N à Bonnet. Tout simplement. Merci beaucoup Florian. Merci, bonne journée. Bonne journée.